Eh bien, on pourrait penser que c'est le moment où je vais passer du temps avec vous, me présenter, mais visiblement, on me muselle, car je n'ai pas le temps. Mais bonjour tout le monde, je suis Camille Giry, je suis humoriste, créatrice de contenu, féministe, radicale et en colère. Merci. Je vais être avec vous jusqu'à la fin du festival, donc on aura le temps de papoter. S'il y a des personnes qui ont envie d'aller voir le podcast en ce moment, qui va démarrer là, tout de suite, il y a 300% plaisir dans la salle d'à côté, avec Camille Fievez, Babor et Étienne Lautrette. Voilà, ça va être super génial. Moi, j'y suis pas parce que je suis avec vous, parce que je vous préfère, ne leur dites pas. Et s'il vous plaît, je voudrais qu'on garde évidemment encore de l'attention, de l'énergie et de l'amour pour la prochaine personne qui va venir passer 15 minutes avec vous. C'est Samora du Moicast, qui est donc un créateur de contenu guadeloupéen, qui fait des podcasts, qui fait YouTube, qui fait du Twitch. Je dis ça parce que j'ai 36 ans. Voilà, jugez-moi, jugez-moi. Et s'il vous plaît, je voudrais qu'on lui envoie de l'amour. Faites le même bruit que vous feriez. Un, deux, un, deux. Ah, super. Bonsoir, bonjour, salut. Ça va? Vous allez bien? Vous allez bien? Crime contre l'humanité. Alors, je vais vous lire quelque chose, les amis, et je vais poser une petite question après. Laissez-moi terminer, ne commencez pas à partir, ne vous énervez pas, je vais lire quelque chose. Je ne suis pas l'auteur de ce que je vais lire. Article 1er. Enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous les juifs qui ont établi leur résidence. Je ne l'ai pas écrit. Article 16. Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement sous peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que le fouet ou la fleur de lys. Je vous dirai ce que c'est la fleur de lys tout à l'heure. Article 35. Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives et même de mort. Article 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées, sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. S'il récidive, il aura le jarret coupé, c'est vraiment une bonne ambiance. Et aussi sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la 3e fois, il sera puni de mort. Article 44, pour terminer. Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est? Par applaudissement, est-ce que vous avez compris de quoi on parle? Donc, vous venez d'applaudir un crime contre l'humanité, bravo à vous, hein, super. Donc, évidemment, on parle du... Le code noir. Voilà, je crois qu'on n'a jamais dit de manière aussi joyeuse ce mot. Alors, c'est quoi exactement le code noir? Alors, j'imagine que tout le monde ici a appris au collège ce qu'était le code noir. Qui a appris à l'école ce qu'était le code noir? Ah ouais. Bon, moins de gens, bizarrement. En mars 1685, Louis XIV promulgue le code noir, un texte de loi rédigé par Colbert destiné à codifier l'esclavage. Cet édit de 60 articles codifie l'inhumain et encadre une violence assez inouïe, comme vous avez pu l'entendre. Il fait de l'esclave un meuble susceptible d'être acquis par un maître au même titre qu'un bien. Alors Colbert, il va encadrer, il va justifier, il va codifier via le code noir, ce qui, depuis 2001, est un crime contre l'humanité officiellement, grâce à la loi de l'inénarrable, l'incroyable Christiane Taubira. Merci à elle. D'ailleurs, petite question. Quelqu'un sait à quelle date a été abrogé le code noir? 1800, 1700? Eh ouais, c'était il y a 4 jours. C'était il y a 4 jours, les amis. 178 ans après l'abolition de l'esclavage, le code noir était enfin abrogé. Alors, ouais, on est libre! N'applaudissez pas, je vous en supplie. Certains diront que c'était symbolique et inutile. Parce que bon, ça fait 178 ans que la France n'a plus d'esclaves, enfin trop bizarre quoi. Vous imaginez si la France encore aujourd'hui, je sais pas, il y aurait des champs, genre des vignes, tu vois, et il y aurait des travailleurs africains maltraités, sous-payés et tout, qui seraient là comme ça, et à qui on confisquerait les papiers, quoi, enfin des trucs de fou quoi.
Non, ça n'arriverait jamais de toute façon. C'est du passé tout ça, jamais. Non mais qui pourrait imaginer un truc pareil vraiment? Enfin bref. Donc le code noir a été abrogé et c'était une journée pleine d'émotions. Je ne sais pas si vous avez vu passer les vidéos avec les députés qui ont pleuré, etc. Moi-même j'étais sur place, j'étais aussi très émotif, j'avais des frissons et j'ai versé quelques larmes ce jour-là. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on pleure? Pourquoi ça nous touche à ce point? Un truc qui n'avait plus d'existence, quoi, normalement. Du coup, je suis rentré chez moi, j'ai allumé la télé, et je suis tombé sur une chaîne incroyable qui s'appelle CNews. Et sur CNews, bizarrement, ils étaient un peu moins émus. On a pu voir, par exemple, Joseph Massescaron vouloir préciser, je cite, avec 12 guillemets, que pour l'époque, le code noir, c'était quand même un progrès. C'était quand même un progrès. Un progrès? C'est pas le mot que j'aurais employé, moi. Non, je pense que Joseph, il a dû, je sais pas, il avait dû avoir un petit problème, un manque de compréhension. Peut-être il ne l'avait pas lu, comme beaucoup de gens. Donc un document qui sanctifie un crime contre l'humanité, déjà reconnu comme tel bien avant l'abolition, puisqu'en 1994, dans les débats de la Convention nationale, on disait déjà un crime de lèse-humanité. Donc en fait, déjà à l'époque, c'était pas vu comme un progrès. Mais bon, apparemment, pour Joseph, la torture, le racisme, la réification, le meurtre, la déportation, le viol, et vous avez vu l'antisémitisme, eh bien, si c'est codifié dans un bon petit document relié, tout ça, qu'on peut le mettre dans une bibliothèque, eh ben, c'est un progrès, quoi. C'est quand même c'est l'intelligence à la française, quoi. Et à l'Assemblée aussi, durant les discussions sur l'abrogation, certains avaient l'air un peu perdus. Je pense notamment au grand philosophe, mathématicien, historien, modèle photo et récemment condamné Julien Audoul, qui estimait que dans le but de contrecarrer ce qu'il appelait, je cite, une réécriture de l'histoire par la gauche, je veux dire, il faut vraiment avoir le cœur accroché quand on lit ça, que Napoléon avait lui-même aboli l'esclavage en 1815. Donc le gars, il invente carrément un truc. Alors je pense que c'est une hallucination de ChatGPT, perso. Et Julien, ça arrive, hein, voilà. Moi, je dirais, à la limite, si tu veux utiliser l'IA, passe sur Claude, c'est peut-être mieux. En 1815, Napoléon ne mettait pas du tout fin à l'esclavage, mais à la déportation de nouveaux esclaves. C'est-à-dire que, je vous explique, en gros, il y avait des bateaux qui faisaient les allers-retours avec une cargaison humaine. Et en fait, il arrêtait à ce moment-là. Mais en fait, les esclaves qui étaient déjà sur le territoire continuaient à être exploités. Et de toute façon, en 1815, il se passe un petit truc dans la vie de Napoléon qui fait que, bizarrement, le texte n'a pas pu être appliqué. Ce qui sera appliqué, en revanche, c'est en 1802, en l'an de grâce, l'envoi de la grande armée napoléonienne en Guadeloupe, je suis guadeloupéen moi-même, pour remettre en esclavage des Noirs libres qui avaient été donc libérés en 1794, qui avaient conquis leur liberté. Et donc il envoie la grande armée avec Richepense, et ces Noirs libres, menés par Louis Delgrès et Joseph Ignace, iront jusqu'au suicide collectif pour éviter de redevenir esclaves. Et ils crieront tous ensemble « Vivre libre ou mourir ». Une phrase assez incroyable, je pense qu'il faut parfois se la remettre en tête. « Vivre libre ou mourir ». Merci. En 1803, le même Napoléon se dit, bon, ça marche en 1802, on va faire un deuxième hit. Et il retente l'aventure à Haïti, où il reçoit une déculottée incroyable de la part de l'armée haïtienne. Et durant la bataille de Vertières, l'armée est défaite, ce qui débutera l'indépendance d'Haïti. Une défaite encore aujourd'hui. L'Occident fait payer à Haïti. Je pense que vous devez être au courant un peu de la dette de libération. Si ce n'est pas le cas, il y a des sujets très intéressants là-dessus. Moi, je suis toujours fasciné de voir à quel point les républicains, avec 12 guillemets évidemment, aiment réhabiliter l'image, avec 12 guillemets aussi, du Hitler des Antilles. Napoléon Bonaparte, qui est adoré de Villepin à Macron en passant par Bardella. Tous, ils sont à genoux devant ce mec-là, alors que chez nous, c'est vraiment le pire être humain, quoi. L'esclavage en France,
c'est un sujet particulier. Et je sens que parmi vous, peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu peut-être mal à l'aise. C'est possible, il n'y a pas de souci avec ça, je comprends. On ne peut pas vraiment en parler de manière sereine. Parce que vous avez déjà vu, nos politiques, quand on en parle, ils se drapent dans une forme de colère républicaine, de dédain démocratique, dès que la moindre référence à, voilà, juste 4 siècles et demi d'esclavage, tu vois, dès qu'ils entendent ça, ils ne sont pas bien. Non à la repentance, dit Nicolas Sarkozy. Enfin plutôt, non à la repentance. Mme Claire Chazal. Disait le multicondamné Nicolas Sarkozy. Non à la repentance. Plutôt, non à la repentance, disait le multicondamné Éric Zemmour. Non à la repentance, dira le futur multicondamné Emmanuel Macron. Ah non, ça c'est autre chose. Faut pas en parler maintenant. Je veux pas vous spoiler. Non, non, n'applaudissez pas, n'applaudissez pas. Vous êtes fiché S, n'applaudissez pas. L'ex-président et ex-futur candidat à la présidentielle François Hollande, qui avait parlé de réparation dans un éclair de lucidité gauchiste, d'un coup, comme ça, il s'est dit tiens, ce serait bien les réparations. Il s'est vite ravisé, hein, sous pression de la droite et sûrement de, je sais pas, Jérôme Guedj, je sais pas, et en précisant qu'il s'agissait de réparations morales et symboliques. L'éducation, la pédagogie, les symboles. Ils n'ont que ça à la bouche, alors même que le Canada va débloquer 28 milliards de dollars au titre des réparations à l'égard des peuples natifs. 28 milliards. Bravo les Canadiens. 28 milliards. Sans frais des canalisations réparées. Sans frais, merci, sans frais des Noirs libérés de la précarité. Sans frais des projets culturels, des Culture Fest. Et ce ne serait que 19% de la fortune de Bernard Arnault. Comme quoi, Bernard, si tu nous écoutes, on va venir te chercher. Alors, mais soit, non. N'applaudissez pas. Mais soit, prenons-la la réparation mémorielle, symbolique. Prenons-la quand même, c'est déjà quelque chose. La loi Taubira de 2001, justement, elle rend obligatoire l'enseignement de l'histoire de l'esclavage à l'école, en France hexagonale et en Outre-mer. Et pour la plupart des jeunes Français, l'esclavage, c'est quoi? Je ne sais pas si vous avez déjà vu le schéma des flèches. Ça vous parle des 3 flèches. Il y a une flèche qui part de l'Afrique, qui va aux Caraïbes, puis des Caraïbes vers l'Hexagone, puis de l'Hexagone à l'Afrique. Et pour beaucoup de gens, bah ouais, l'esclavage, c'est ça, c'est le commerce triangulaire. Ils vendaient des triangles, peut-être, je ne sais pas. Des triangles de sécurité, peut-être. On ne sait pas trop ce qu'ils vendaient. Et puis sinon, il y a un grand film populaire, qui a vraiment popularisé l'esclavage, qui a fait que beaucoup de gens ont compris de quoi il s'agissait. Et ça a été très important pour moi aussi, pour mon développement en tant qu'être humain. C'est Casse-Départ. Voilà. Un film qui se règle avec par l'homophobie et le viol. C'est bien. Mais comment ils pourraient savoir, les jeunes? Ils ne peuvent pas savoir, les jeunes. Comment pourrait-il savoir ce que cela fait d'entendre les cris de son village au milieu de la nuit, de voir les cases brûlées et les corps tomber sous les fusils, avant d'être attachés par le cou à une file de captifs, marchant vers une côte inconnue? Comment est-ce qu'il pourrait savoir ce que cela fait d'être séparé de sa mère, de son père, de ses enfants, sans même avoir le droit à un dernier regard, à un dernier mot, à un dernier adieu? Comment pourrait-il savoir ce que cela fait de faire la traversée à côté d'un cadavre parce qu'il n'y a pas assez de place pour se mettre ailleurs? Comment pourrait-il savoir ce que ça fait pour une femme de subir des viols répétés de l'équipage pendant des semaines? Comment pourrait-il savoir ce que ça fait de travailler jusqu'à épuisement sous le fouet, de voir des femmes enceintes battues, des hommes mutilés, des enfants mourir avant, même d'avoir connu la liberté? Comment il pourrait savoir? Je ne sais pas comment, mais ce que je sais, c'est que le sang est plus épais que l'eau, et j'ai écrit un truc là-dessus. Le sang est plus épais que l'eau, mais l'océan garde en mémoire des noms jetés par-dessus bord, des langues noyées dans le sel, des mères arrachées à leurs enfants sous le regard froid des comptoirs. Le sang est plus épais que l'eau, et pourtant l'Atlantique fut rouge des blessures que l'histoire compte mal, des chaînes qui meurtrissaient les poignets, des corps entassés dans la nuit.
Le sang est plus épais que l'eau et c'est pour cela que les ancêtres parlent encore dans les tambours qui refusent le silence, dans les chants de Cannes qui se souviennent, dans les créoles nés de la survie. Ils traversent les siècles, portent les cicatrices et des victoires, des révoltes, des marronnages, les mains levées vers la liberté. Et comme le sang est plus épais que l'eau, aucune traversée, aucune chaîne de télé, aucun empire Bolloré n'a jamais réussi à l'effacer. C'est pour Clodo, Adama, Charles-Henri Salin, Aboubacar Cissé, Théo Louaka, Naomi Moussanga, Ignace Delgrès, Solitude, pour le Congo, le Soudan, Haïti et pour tous les autres. Merci. Merci. Bravo. Je te laisse profiter, merci. tu mérites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Ça me touche énormément. Le Moicast Samora. Merci. Merci beaucoup. C'est à ça que ça sert, des événements comme ça. Ouais. C'est... Je peux pas les arrêter, c'est pas moi qui décide. Merci. Merci beaucoup. Je sais pas quoi dire. Rien, profite. Vous êtes tous fichés S maintenant, c'est fini. C'est fini. Merci, merci. Merci à vous aussi d'avoir ce genre de réaction. C'est bien la preuve qu'en effet, on va se regarder 5 minutes dans les yeux. On est beaucoup de blancs de gauche ici. Et c'est vrai, on a besoin aussi, et c'est pour ça que j'aime le Culture Fest et les événements comme ça qui essayent d'aller vers une intersectionnalité qui est nécessaire et qui nous fait du bien. On a besoin d'entendre des discours. Et je vois des gens qui pleurent, et il y a des gens qui rient, et les gens sont debout, et toi t'es touché. Et nous, on a besoin d'entendre aussi les histoires des autres. Chacun, peut-être, et chacune ici, il y a beaucoup de gens qui vivent des discriminations à leur niveau. Et on a aussi envie de se tenir la main et d'être intersectionnel. Et merci Manon d'avoir créé ce genre d'événement. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. J'ai l'impression que vous avez aimé ce qui vient d'être dit ici. Donc si vous avez envie d'en avoir plus, on te suit sur les réseaux, sur YouTube. Oui, tout à fait. Partout. Twitch, quasiment tous les jours sur Twitch, puis sur Instagram, c'est mon réseau principal aujourd'hui. Et ton podcast? Mon podcast, mais je suis moins un podcast. Okay. Je voudrais juste, avant de partir, 3 secondes, petit message, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est enregistré ou pas, mais il y a une personne qui m'a donné envie de venir ici, c'est Tata Drapi. C'est une personne qui a fait sa carte blanche l'année dernière. Et elle ne peut pas venir aujourd'hui parce qu'elle est blessée, etc. Et donc, merci à elle de m'avoir donné On lui envoie une pensée. Merci à toi, bravo. Merci beaucoup. Samora. Je pense que c'est tout à fait bienvenu de profiter d'une petite pause maintenant pour digérer tout ça. Si vous avez envie, allez vous restaurer, allez prendre l'air, voilà, profitez, allez au merch. Il reste vraiment pas grand-chose. Si vous voulez acheter quelque chose, le merch du Culture Fest, c'est maintenant. Voilà, baladez-vous et revenons dans une trentaine de minutes pour la suite des événements. Merci tout le monde.